Hello, alors on est vendredi 21 février et demain commence un 7 jours 7 livres, trop cool. Donc je vais vous faire une petite vidéo vlog. J'ai très froid là, j'ai un coup de froid, il est 18h05 et je vais me poser avec mon bouquin, ça y est c'est le week-end. Je suis toute seule chez moi et pendant toute la semaine là, du 7 jours 7 livres je vais être toute seule. Donc lecture à gogo, je bosse hein, quand même mais, mais je vais avoir du temps vraiment de lecture donc c'est cool. Alors pour débuter cette vidéo je ne vais pas vous montrer ce que je vais lire. Pourquoi? Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer ça qui est un sac de Madame Manon d'ailleurs, qui est un très joli tote bag. Madame Manon c'est une illustratrice. Là-dedans il y a 7 romans que je veux lire sur ce 7 jours 7 livres. Je les ai mis de côté il y a un moment. Et en fait, c'est très bien parce que j'ai presque oublié ce qu'il y avait dedans. Donc, je vais piocher comme ça, voilà, sans trop savoir. Donc ça, c'est d'un côté de mon chariot. Et de l'autre côté de mon chariot, plus lourd, mais toujours aussi intéressant, j'ai un autre sac avec une illustration Gallimard. Et là, il y a 7 graphiques. Voilà, donc... demain matin, aux aurores, en pleine nuit, je ne sais pas parce que c'est vrai que je suis une lève-tôt, je vais aller piocher 2 choses là-dedans et je vais les lire et je viendrai vous en parler. Je vais essayer de filmer quand je pioche et je vais essayer de filmer quand je lis, etc. pour que vous m'accompagniez toute la semaine. En parallèle, j'ai des lectures en cours. J'aimerais finir ce week-end Voyage au bout de la nuit. Je vais d'ailleurs là lire ma partie puisqu'il me reste... Là, je suis à la page 309. Et il m'en reste à peu près 80. Alors, il faut savoir que c'est une édition, je vous montre. Donc, le texte est long. Mais il y a des illustrations. Mais le roman, il fait plus de 500 pages. Hein. Donc, voilà. Et sinon, j'ai aussi 2 autres choses. Enfin, pour de vrai, j'en ai 3. Parce que j'ai aussi La Fortune des Rougons sur ma Kindle que je voudrais terminer. Je pense qu'il sera terminé dans le cadre de ce 7 jours 7 livres. Donc, je vous en parlerai aussi. J'ai commencé des nouvelles, mais là, c'est juste le début de lecture. Ça va, mon chat? Oh, ça, c'est un gros chat. Qui est gros chat? T'es pime. Allez, vas-y, va faire ce que tu veux. Et donc, je vais lire quelques nouvelles de Francis Scott Fitzgerald, qui est un de mes auteurs chouchous. Et je voudrais terminer Le Chant des Géants. Que je vais lire avec grand plaisir parce que j'ai déjà lu, on va dire, un tiers du roman et que j'adore. Voilà. Donc j'ai bien fait de ne pas l'enlever de ma pile à lire, hein, de ne pas le remiser parce qu'il me plaît beaucoup. C'est un one-shot de fantasy. Attention. J'ai mon chapim qui essaie de sauter. Oh là. C'est pas évident. Ok. Allez, donc je vais vous laisser là. Si je les termine, tout ça, je viendrai vous en parler. Et de toute façon, on piochera ensemble. Donc c'est parti pour 7 jours de lecture. Et normalement 14 livres lus, voire plus. Allez, bye bye. Hello, alors désolée, j'ai les cheveux mouillés. Alors attendez, je vais vous déplacer parce que il n'y a vraiment pas de lumière. J'en profite pour tester mon pied parce que je vais vous descendre pour faire la vidéo de la pile à lire exploration de la poésie.
Et donc je voulais tester que tout allait bien. Effectivement, tout va bien. Donc je viens de me laver les cheveux, je suis désolée, on est dimanche matin. Je vous prends rapidement pour vous dire ce que j'ai lu hier. J'avais prévu de faire un week-end cool et en fait je n'arrête pas de courir. Mais c'est pas grave, il va falloir que je me pose quand même. Mais j'ai quand même réussi à lire les 2 livres que je vous ai montrés rapidement hier. Bon, ça déjà la BD c'était rapide, je l'ai lu hier au petit déjeuner. Donc Paul-Émile Victor, La soif d'aventure de 1907 à 1935. Une BD de Dugas, Niveau, Seigneuré et Fleury. Ils sont 4 à avoir travaillé là-dessus aux éditions du Sequoia. Je l'ai rentré sur Livradik parce que personne n'a entendu parler de cette BD apparemment, qui est sortie pourtant l'année dernière si je dis pas de bêtises. Après les éditions Sequoia, je connaissais pas. C'est Joseph qui l'avait choisi cette BD. Parce que quand parfois on fait le tour des librairies et je leur dis vous choisissez un livre par librairie que je vous offre. Et donc vraiment ils peuvent naviguer où ils souhaitent. Après bien entendu je dis oui, je dis non, hein. Je ne laisse pas non plus faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand on fait ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de découvrir ce que mettent en avant les librairies. Et là j'essaie de trouver quand est-ce qu'est sortie cette BD. Mais je ne trouve pas la date, mais je crois que quand je l'ai rentrée sur Livradik, elle est sortie l'année dernière. Et c'est une très très belle BD sur cet explorateur, Paul-Émile Victor, qui a grandi en France, au début dans le Jura. On est dans les années, début 20e siècle. Et voilà, en fait, il est dans un coin paumé du Jura et il va rêver d'aventure. Là où d'autres vont jouer ensemble, lui, il est dans les bouquins de Jules Verne et il rêve d'aller explorer le monde. Chose qui va petit à petit mettre en place. Son père va lui demander de prendre la suite dans son entreprise de confection de pipes. Ça c'est rigolo, c'est vraiment marrant, avec vraiment des savoirs ancestraux dans les régions montagnardes. C'est sympa, mais lui c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Lui il veut aller parcourir le monde et il va le faire, hein. Il va aller se balader sur des bateaux d'abord et puis il va devenir marin. Et puis il va faire des études, il va devenir ethnologue, il va aller à Paris, tout ça, puis il va réussir à se caler dans des recherches pour pouvoir aller explorer le Groenland et les régions, notamment les peuples esquimaux, ce qu'on disait à l'époque, on employait le terme d'esquimaux, les peuples locaux pour voir leurs habitudes. Et il va rester 1 an dans une des villages plutôt du Groenland. Alors, je me souviens plus, attendez, je vais essayer de retrouver le nom. Je dis ils parce qu'ils sont 4. Ils sont 4. Voilà. Angmagsalik. Voilà. Quand ils arrivent, ils vont vivre 1 année ici. Et ils vont vraiment, ça va être très très difficile parce que c'est des conditions de vie un peu particulières, bien entendu. C'est splendide, mais il y a tous les côtés négatifs aussi qui sont quand même mis en avant. Toute la neige, le fait qu'on n'ait pas de lumière pendant plusieurs mois. La déprime, parce que forcément, on est vraiment renfermé sur soi-même. Et voilà, mais il va quand même pouvoir aller explorer, et donc c'est son parcours, ses écrits. Il a aussi beaucoup enregistré, ça c'est très intéressant, il a beaucoup enregistré des chansons et des personnes qui parlaient, des personnes locales là-bas. Il a ramené énormément d'enregistrements, donc il a vraiment participé à la découverte de ces peuples inconnus pour le monde, et c'était vraiment passionnant, c'était bien fait. Vous avez vu rapidement le type, alors on est sur un type classique de BD, qui n'est pas forcément ce que je préfère moi, mais je trouve que pour raconter cette histoire, pour une ambiance 20e siècle, ça fonctionne très bien, et cette couverture est splendide, donc j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 16/20 sur Livradik. Pardon mon petit nom. Et j'ai lu hier, déjà en me levant, j'ai lu la moitié. Et hier soir, quand j'ai eu un moment, avant de reprendre un peu le voyage au bout de la nuit, j'ai fini la 2e partie. Alors heureusement, le livre en fait s'arrête là. Donc en fait, il y a une centaine de pages. L'histoire, donc c'est Le voyage dans le passé de Stephen Zweig, au cas où si vous ne saviez pas lire. Et on est édité ici chez Grasset. C'est un livre que j'ai trouvé cette année ou fin d'année dernière, je sais plus,
en ressourcerie. Et j'étais tellement contente. Ou en boîte à livres, je sais plus. En tout cas, dans un parfait état, etc. Donc j'ai... Mais quel bonheur de trouver du Stefan Zweig, parce que c'est quand même un de mes auteurs préférés, même si ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Et quelle plume splendide. Alors c'est l'histoire d'une... Comment dire ? C'est une histoire d'amour qui a débuté 9 ans auparavant entre une femme mariée. Alors c'est pareil, on est au début du XXe, avant que la guerre, la Première Guerre mondiale éclate. Et on a un jeune homme très ambitieux, mais qui est modeste, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de... Comment on dit ? D'origine modeste, puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il est très très ambitieux et il va réussir à se faire embaucher comme assistant d'un riche bienfaiteur. Voilà, je sais plus ce qu'il fait par contre. Il fait de la recherche sur des roches ou des choses comme ça, je crois. Bref. Donc, il s'appelle Louis. Quel joli prénom. C'est le prénom de mon âme. Et il va en fait arriver dans cette maison pour devenir assistant de ce richissime bienfaiteur qui va le prendre sous son aile, vraiment, qui va lui accorder sa confiance. Et Louis, il va tomber amoureux de sa femme. Bon, il va pas forcément se déclarer, l'amour va naître tout doucement et on va le comprendre au bout d'un an, etc., passé dans la famille. Petit à petit, on sent l'amour qui naît entre les deux personnages. Vous entendez les oiseaux ? Et en fait, au bout de 2 ans, son bienfaiteur, dont on ne connaît pas le nom, il n'y a que le prénom de Louis qu'on connaît, on ne connaît même pas le nom de cette femme dans cette histoire, il va lui donner les rênes d'une mission qui a lieu au Mexique. Il va lui dire, tu dois aller au Mexique pendant 2 ans et ensuite je vais te donner les rênes d'une recherche que tu vas faire sur place. Donc énorme promotion pour lui, il est extrêmement heureux, mais au moment où il se rend compte en sortant du bureau de cette personne qu'il va devoir quitter cette femme qu'il a commencé à aimer, pour lui c'est terrible, tout s'écroule et la façon dont Stefan Zweig l'écrit c'est juste splendide et il est dans l'urgence de lui déclarer sa flamme et tous les deux vont se rendre compte qu'ils s'aiment d'un amour impossible à cette époque-là, mais avec beaucoup de désir, de passion. Ils vont cacher leur amour, ils ne vont pas le consommer, mais ils vont se le dire, se le chuchoter, et ensuite ils vont être totalement séparés par l'espace et le temps. Et au bout de 2 ans, lui il envoie beaucoup de lettres, mais elle ne lui en envoie pas. Et petit à petit, il explique que l'amour s'étiole. Alors il y a un moment, je crois que je l'ai coché. Voilà, je trouve ça trop beau. Et pourtant, alors qu'il s'imaginait encore n'en jamais pouvoir aimer qu'une, les raies, je sais pas comment ça se prononce, R-E-T-S, les raies de sa passion se défirent peu à peu en lui. Il n'est pas dans la nature humaine de vivre solitaire, de souvenirs, et de même que les plantes et tous les produits de la terre ont besoin de la force nutritive du sol et de la lumière du ciel qu'ils filtrent sans relâche, afin que leur couleur ne pâlisse pas et que leur corolle ne perde pas ses pétales en fanant. Ainsi, les rêves même ceux qui semblent éthérés, doivent se nourrir un peu de sensualité, être soutenus par de la tendresse et des images, sans quoi leur sang se fige et leur luminosité pâlit. C'est ce qui arriva aussi à cet être passionné sans qu'il s'en aperçût. Voilà. Et c'est extrêmement bien dit. Voilà. Donc du coup, ils sont séparés par le temps. Ils vont chacun avoir des enfants. Lui, il va prendre une autre femme, etc. Et un jour où il a la possibilité de rentrer sur place, il est en Allemagne. Il va décider de la retrouver. Et c'est 9 ans après. Et est-ce que les retrouvailles vont se faire? Est-ce que l'amour est toujours là? Je vous laisse le découvrir parce que franchement, je vous laisse le lire. C'était super intéressant, vraiment. L'écriture de Stefan Zweig est très intéressante. J'ai adoré aussi le moment où il rentre dans cette maison. Et tout le mobilier, les objets ont une âme, en fait, lui susurrent un potentiel avenir dans cette maison. Et en fait, il personnalise souvent les objets, les choses qui l'entourent.
il donne beaucoup de sens au contexte et j'ai trouvé ça super, super beau. C'est un de ses derniers écrits. Il n'avait pas encore été traduit au moment où Grasset le traduit. Et il le traduit quand? En 1976. Non, en 2008. Il n'avait jamais été traduit. Ouais, c'est parce que je suis en train de me dire, c'est pas possible. Il n'avait jamais été traduit avant 2008. Et c'est un de ses derniers écrits qui a été trouvé. C'est un court texte. Et c'est juste splendide. Après, ça n'a pas été un coup de cœur. Je lui ai aussi mis 16. Parce que j'ai trouvé ça beau. Mais j'aurais peut-être voulu une fin un peu différente. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, aujourd'hui, j'ai pioché. Je vous ai pas montré ma pioche. J'ai mis une photo sur est-ce que je vous ai filmé? Je sais plus. J'ai mis une photo sur le Discord ce matin parce que je ne l'avais pas fait hier. Donc, j'ai pioché le premier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi que je suis en train de relire. J'en suis à la moitié. C'était ma lecture de ce matin. Et j'ai pioché Big Fish de Daniel Wallace chez Autrement. Et là, je ne l'ai pas encore commencé. Il fait 152 pages. Là, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je ne peux pas le lire. Je vais aller écouter mon livre audio parce que je dois bosser pour mon shop pendant à peu près 1h15, quelque chose comme ça. Il est 11h15, donc il faut que je me magne. Et je pense en fait après je vais aller me balader et je vais l'emmener avec moi pour le découvrir. Voilà. Ben, je reviendrai vous en parler demain je pense et je vous montrerai ce que j'ai pioché également. Voilà, ça devrait pouvoir passer aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les lire mais je voudrais faire ce que j'ai à faire ce matin pour cet après-midi être plus cool et avoir le temps de bouquiner. Mais pour le moment on tient le bon bout. On se retrouve un peu plus tard. Alors on est lundi, ah, je suis perdue. On est lundi, il est 18h. Je vais me poser pour bouquiner. Je me suis accroché les cheveux n'importe comment. Comme d'habitude, c'est pas grave. J'ai lu, ça y est. Hier, j'ai lu Big Fish de Daniel Wallace, édité chez Autrement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'est le seul roman qu'il a écrit. Enfin, je crois. Il faudrait que j'aille explorer un peu mieux. Mais en tout cas, sur Livre Addict. Dans le type roman, je crois qu'il a fait des adaptations de scénario. Je pense qu'il doit être scénariste, quelque chose comme ça. Je crois, je sais plus. Je crois qu'il était écrit quand même des choses sur lui, ouais. Ouais, il est illustrateur. Ah, il a écrit 2 autres romans, Ray in Reverse and The Watermelon King. Mais ils ont peut-être pas été traduits. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé sa plume. Alors l'histoire, je la connaissais plus ou moins. Je me souvenais, j'avais un vague souvenir du film. Et est-ce que j'ai vu le film en entier? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, je le reverrai avec grand plaisir parce que mon souvenir est vague. Mais je me souvenais de l'ambiance un peu particulière de ce père de famille qui est tout sauf ordinaire. Et en fait, ça parle autant de ce personnage de père, parce que c'est vraiment le sujet du père, de ce personnage du père qui n'a jamais été vraiment là, qui est là aujourd'hui parce qu'il se meurt, il a un cancer en phase terminale et il n'en peut plus de mourir, il n'arrive pas à quitter son corps et en fait sa femme et son fils sont à son chevet ainsi que son médecin, ainsi que toutes les personnes qu'il connaît, puisque c'est un homme assez extraordinaire qui a eu un effet sur la vie vraiment particulier, et à tel point qu'il a presque plus appartenu aux autres qu'à son fils et à sa femme. Et son fils, parce que c'est du point de vue du fils qu'est écrit l'histoire,
son fils lui en veut quelque part. Et en fait, l'histoire, c'est vraiment... Est-ce que il accepte que son père soit resté comme ça, qu'il ne soit jamais rentré, qu'il n'ait jamais vraiment dit ce qu'il pensait, ce qu'il aimait, s'il était fier de son fils, qui a toujours été assez orgueilleux et a toujours tout tourné vers lui-même plutôt que vers les autres finalement. C'est une figure une figure paternelle très déroutante et la douleur et l'incompréhension du fils, on la ressent et on la comprend, mais en même temps on est fasciné par le personnage du père. J'ai trouvé que c'était vraiment splendide, je lui ai mis 17/20, c'est un coup de cœur et dans un 7 jours 7 livres c'est trop cool. J'ai trouvé ça très beau. Alors qu'est-ce que j'ai corné des pages, oui, sur l'ambivalence. En fait ça a toujours été un homme amoureux de la vie, amoureux des gens. Mais dans sa famille, il a toujours eu des difficultés. Désolée, je les touche parce que je viens d'éternuer. La simple idée de rentrer à la maison à la même heure tous les jours que Dieu fait le rendait vaguement malade. Il avait beau adorer sa femme et son fils, il ne pouvait pas supporter tant d'amour. Il n'était pas heureux quand il était seul, mais il se sentait parfois encore plus seul quand il était entouré d'un tas de gens qui exigeaient trop de lui. Il avait besoin de respirer. Personnage très atypique. Alors après, le texte est truffé de blagues, mais parfois de blagues vraiment très nulles. Ah oui, cette histoire de blague qui dit... Donc en fait, c'est l'histoire d'un gars qui laisse son chat à son voisin et il revient après quelques jours d'absence et son voisin lui dit bah, « Je suis désolée, votre chat est mort ». Comme ça, de but en blanc. Elle lui dit, mais en fait, il faut pas faire ça. Il faut que vous me disiez le premier jour que vous ne mettez plus la main dessus, que vous espérez qu'il va revenir, que le lendemain, bah, vous l'avez toujours pas, je crois qu'il était sur un toit, mais vous l'avez pas vu, et vous commencez à vous inquiéter, pour qu'ensuite, petit à petit, on s'habitue à la perte. Et ensuite, l'autre histoire, c'est, il dit, après 3 jours... il retourne voir son voisin et il lui dit bon alors il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'important. Eh bien reprend le voisin, c'est à propos de votre père. Mon père? Mais mon père, qu'est-ce qui lui est arrivé? Votre père, dit le voisin, est sur le toit et en fait comme le chat avant, vous voyez. Et donc c'est tragicomique. C'est un roman tragicomique en fait, assez impressionnant. Par exemple, il tombe amoureux d'un village. Et il décide d'acheter la totalité du village. Voilà. Donc c'était vraiment un personnage vraiment atypique. J'ai adoré. J'ai adoré l'écriture que j'ai trouvée très immersive, touchante. Alors je ne suis pas allée jusqu'à pleurer, mais vraiment c'était vraiment touchant. Je vous le conseille. J'ai relu Magus of the Library, donc ça m'a beaucoup plu. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est une relecture. Dans le sac il y a le tome 2 également, mais c'est tout. Et puis j'ai fini aujourd'hui Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, édité ici chez Gallimard Futuropolis, dans une édition qui est illustrée par Jacques Tardy. Alors, ce roman, je l'avais mis dans sa passe ou sa casse. Hein. C'est un roman qui me faisait très peur. C'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment une œuvre... assez imposante, assez hallucinante. Vous en parlez pendant 2 minutes, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que j'ai aimé? Je vais dire que j'ai trouvé ça assez exceptionnel, tellement original que je comprends que la plume de Céline ait marqué son temps. Donc on suit Ferdinand Bardamou, c'est ça, je crois, qui est en fait le double littéraire de Louis-Ferdinand Céline, puisque il a fait aussi la guerre de 14-18, et il a été lui-même médecin, si je dis pas de bêtises. Céline est notre personnage principal. En fait, il va traverser plusieurs années dans ce livre. Il va d'abord rentrer de plein pied dans la guerre de 14-18, puis ensuite il va aller dans une Afrique coloniale avec toutes ses dérives. Ensuite, il va partir aux États-Unis pour y voir toute la grandiloquence et la stupidité de l'Amérique à cette époque, pour revenir ensuite en Europe, notamment en France,
dans plusieurs villes. Il va passer à Toulouse, et puis il va aller surtout à Paris et à Vigny, etc. Il se balade beaucoup, et c'est vraiment le côté sombre de ce Paris de l'entre-deux-guerres. C'est un ouvrage extrêmement pessimiste, extrêmement agressif, où il y a beaucoup de dialogues, où notre personnage principal laisse la place en fait aux autres personnages qu'il rencontre. C'est souvent beaucoup des rencontres, des portraits de gens que le personnage n'apprécie jamais bien, notamment les femmes. Alors je m'assois parce que j'ai mal. Sa vision de femme dans ce roman ne m'a pas forcément plu. Il côtoie pas mal de prostituées ou de femmes qui l'aiment sur le moment parce qu'elles représentent la jeunesse, mais qui au moindre changement esthétique, etc., ne sont plus du tout intéressantes. Il y a juste une femme qu'il apprécie particulièrement, c'est la mère Enrouille, je crois qu'elle s'appelle. Et celle-là, j'ai adoré son personnage. Celle-là, toute la famille veut la tuer pour hériter, mais c'est pas si simple. C'est un texte, mais extrêmement pessimiste. On sent qu'il était quand même déprimé, hein, vraiment. J'ai coché pas mal de choses. J'ai trouvé que c'était assez... J'ai trouvé qu'il y avait des passages d'une fulgurance vraiment splendide. Il y avait des moments d'écriture exceptionnellement beaux. Il frôle souvent la mort. Hein. Il frôle souvent la mort. La vieille dont je vous parle, c'est elle. Et alors, les dessins de Jacques Tardy là-dessus, alors déjà, moi, ils m'ont aidé à rester ancrée dans l'histoire. J'ai adoré découvrir les dessins. Et ça représentait vraiment, j'ai trouvé que c'était très juste par rapport à l'image que je m'en faisais. Donc c'est très sombre. J'ai dû vous en montrer quelques-uns. C'est vraiment le Paris très sombre. Notre personnage, là, qui représente juste en quelques traits, je le trouve assez génial. Il y a une scène à la fin dans un taxi géniale où on retrouve plusieurs personnages. Il y a 2 personnages féminins et un personnage masculin. Un personnage masculin qui a vécu beaucoup de choses difficiles. Et il y a... On va dire que c'est une sorte d'apothéose. Et c'est vraiment splendide. Et regardez La ville de Paris sous la pluie par Jacques Tardy. Voilà, bon bref. C'est, on va dire, quelque chose... j'ai pas noté, mais franchement c'est tellement dur. C'est assez exceptionnel, hein, je pense. Je pense que je pense que je vais lui mettre 16 sur 20 parce que y a des choses quand même qui m'ont posé problème et que ça ne correspond pas forcément à l'image que j'ai. Mais en même temps, j'imagine tellement la France de l'entre-deux-guerres dans ses méandres, dans ce côté viscéral, c'est-à-dire qu'il n'y a que la mort qui rôde. Et les jeunes ont passé leur jeunesse à la guerre ou à avoir des maladies, parce qu'il y a pas mal de maladies, etc., à essayer de survivre dans tous les sens du terme, dans leur famille, d'essayer d'avoir un métier, Ouais, enfin, c'est vraiment... C'est très obscur, mais en même temps, je pense que c'est quand même un reflet assez réaliste de l'époque. Vous voyez ? Ça m'a fait penser un peu, je pense que l'enfance de mes grands-parents devait ressembler à ça, vous voyez. Et du coup, ça me touchait, parce que ça faisait écho en moi. Et bon, ouais, je pense que je vais lui mettre 17, parce que franchement, c'est un texte tellement... Bah, c'est tellement bien écrit, mais c'est tellement sombre, mais bref, tout ce que je vous ai dit, c'est très dur. Hein. C'est très dur de donner un avis final. Je dis, excepté... Cette image des femmes là qui m'a posé quand même vraiment problème, excepté ça, j'ai trouvé ça splendide. Donc voilà, je pense que je peux lui mettre 16 ou 17, vous voyez. Bref, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline qui laisse dévasté, mais pas indifférent, quoi. Je vais m'en souvenir, c'est clair. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai pioché Sous les platanes de Manhattan. On est vraiment très très loin de Céline. Hein. Là, on est à un grand écart comme ça. C'est pas génial. C'est le petit truc. Je vais le terminer parce que c'est offert de bon cœur.
Et surtout, je le termine pour me dire qu'après, je lis la BD Minuit passé que j'ai tellement hâte de lire. Voilà. Allez, je vais vous laisser là parce que mon pimouniou, là, il m'a piqué ma place, donc je vais aller lire sur mon lit, je pense. Je vais peut-être appeler les garçons avant. Et on se retrouve plus tard. Ok, alors on est mercredi soir, il est 21h15, quelque chose comme ça. Je suis juste un peu à la bourre sur mon bouquin, donc je vais me faire une soirée lecture, parce que je suis toute seule de toute façon. Donc, petite soirée lecture avec La couleur du lait. Alors, j'ai pas grand chose à terminer, mais il faut que je termine. Désolée pour cette lumière. C'est vachement bien en plus, ça me plaît bien. C'est très brut, c'est historique, mais c'est brut. Et sinon, demain, je viendrai vous parler un peu des dernières lectures qui sont là. Donc, se rajoutera La couleur du lait. Et je vous dirai ce que j'ai pioché demain matin. Demain c'est mercredi. Et non, on n'est pas mercredi soir, on est mardi soir. Et demain, c'est mercredi. Et j'ai une grosse matinée de teinture. Donc, je pourrai pas lire, sauf écouter mon livre audio. Et après l'après-midi, oui, je pense que je prendrai un peu de temps pour bouquiner, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là, on se retrouve demain, genre à la lumière du jour, ça sera mieux. Allez, bye bye. Je suis contente que le livre du jour soit court. Il fait... Ouais, il est pas si court. Il fait, 200 pages. Mince. Zut, je pensais qu'il serait plus court. Parce que, en fait, j'ai très envie de terminer Le Chant des Géants de David Brie. Et je n'arrive pas en ce moment. Forcément, je suis dans un 7 jours 7 livres, c'est normal. Je suis à la moitié. Et j'aime beaucoup, donc... Voilà. Donc je vais en lire un petit peu ce matin. Je vais pas pouvoir en lire beaucoup, je pense. Là, en fait, il est tôt. Je vais lire jusqu'à 7h, donc j'ai 20 minutes.
Après, je vais prendre mon petit déjeuner avec minuscule. Et ensuite, boulot. Je vais commencer tôt. Parce que j'ai, je sais pas combien j'ai mis des chevaux, mais énormément. Puisque je teins pour les personnes qui me suivent sur Patreon aujourd'hui. Ainsi que des autorayants. J'ai du taf. Et après, j'aimerais bien essayer de faire ça dans la matinée. Pour qu'ensuite je me pose avec mes livres. Voilà, donc je vais bouquiner un petit peu. Et puis j'ai plein de livres dont il faut que je vienne vous parler. Donc j'arrête de blablater. Déjà, là vous voyez rien du tout. Juste une petite note pour dire que, comment on dit, ça a un nom, l'ouverture avec une citation. C'est une des chansons que je préfère de Alain Bachung. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. J'adore. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. Ça me donne envie de réécouter, tiens. Je baille. Bon, il est 18h23. Ça a été un petit peu une journée, mais je suis HS. J'ai fait de la teinture jusqu'à 13h. Ensuite, j'ai déjeuné sur le pouce. Ensuite, j'ai pris mon vélo pour aller chercher un colis Vinted parce que j'ai reçu des livres pour le prochain book haul du mois de mars. Parce que celui de février, je l'ai déjà tourné. En fait, il arrive bientôt. Ensuite, je suis allée faire des courses avec mon vélo aussi. Je suis revenue. J'ai écouté la météo qui disait qu'il allait pleuvoir de 16h à 19h. Il est 18h23, il pleut. Vous entendez peut-être, parce que le Velux est juste au-dessus de moi, vous entendez peut-être la pluie d'ailleurs. Je sais que quand je fais le montage, parfois, je sais qu'on entend. Je me suis dépêchée de rincer toutes mes laines pour pouvoir les étendre à l'intérieur de la maison. Je voulais nettoyer la cuisine, mais du coup, je ne peux pas parce que je ne peux pas les mettre dans mon salon parce que dans mon salon, c'est du parquet. Donc même si je mets des bacs de rétention de l'eau, il faut qu'il y ait moins d'eau que ça pour que ça puisse aller dans la cuisine. Alors, non pas dans le cadre du 7 jours 7 livres, mais j'ai terminé 2 romans. J'ai terminé La fortune des Rougons d'Émile Zola, que je lisais en e-book, donc celui-ci, je ne l'ai pas ouvert. C'était très bien. Donc c'est le premier tome de la saga des Rougon-Macquart qui va nous parler de la fortune des Rougons. Qui sont les Rougons? Qui sont les Macquart? Donc en fait, c'est la tante d'Ide. Donc c'est la grand-mère en fait de la famille. En fait, elle a eu une lignée légitime et une lignée bâtarde avec un homme qu'elle a beaucoup aimé. Et il y a 2 enfants. Il y en a un qui est né Rougon, 2 autres qui sont nés Macquart. Le père Rougon, il n'a qu'une envie, c'est de faire fortune, mais il n'y arrive pas. Et en fait, il a donc du coup un enfant légitime qui est Pierre, ou Eugène, je ne sais plus. Pierre. Voilà, Pierre. Et Pierre, lui, cet enfant légitime, il aimerait beaucoup aussi pouvoir faire fortune, mais il galère. Et il espère que ses enfants vont y arriver de leur côté. Mais c'est pareil, c'est un peu difficile. Il y en a un qui part à Paris, et les 2 autres, il y en a un qui est médecin, mais qui ne gagne pas beaucoup sa vie parce que c'est pas une personne qui veut en faire un métier pour gagner de l'argent, qui est assez honnête en fait, c'est un gars qui est assez honnête. Et l'autre, c'est un journaliste qui est plutôt contre les idées de son père, puisque notre Pierre, lui, il est pro-Bonaparte, il est pro-Empire, enfin, il est pro-Empire. Et contrairement, en fait, à d'autres enfants qui, eux, sont plutôt républicains, qui vont... Et d'ailleurs, le petit-fils illégitime de notre grand-mère, qui est là jusqu'au bout de l'histoire, revient. Il revient Silver, il revient à Plassans.
où il va justement aider sa grand-mère, la tante d'Id. Il va être vraiment gentil. Et lui, en fait, il va devenir un des insurgés. Il va faire partie de l'insurrection. Voilà. Et en fait, l'histoire commence avec Silver, qui est assez jeune, je dirais qu'il a 17 ans. Et je vous l'avais déjà raconté peut-être un petit peu. Et en fait, il est avec une jeune fille qui s'appelle Miette, qui a 13 ans, mais qui a été forcée de grandir très vite et qui est presque femme et qui est amoureuse de Silver. Ils ont un amour qui est vraiment pur parce qu'ils sont très jeunes, qui n'est pas consommé, mais voilà, on sent qu'ils s'aiment très fort. Et dans une grande balade entre un lieu qui est très important, où tout commence. Comment ça s'appelle? L'Aire Saint-Mitre. Cette Aire Saint-Mitre qui au départ était un cimetière, etc. Il y a encore quelques tombes, qui a vu en fait Plassans grandir. C'est vraiment là que débute l'histoire et là que va finir l'histoire. C'est assez splendide d'ailleurs, c'est une boucle. Donc on commence cette histoire-là avec Silver et Miette qui représentent la pureté, la jeunesse, etc. Mais toute leur famille derrière, on va apprendre à les connaître petit à petit, en commençant par la tante d'Id, et puis ensuite toutes les générations. Donc sur 3 générations, on va apprendre à connaître les Rougons ainsi que les Macquart, et à détester certains personnages et à trembler et vibrer avec d'autres. J'ai beaucoup aimé. Alors, je dois dire quand même que j'ai moins aimé la dernière partie de l'histoire, parce qu'en fait, on est vraiment au moment de l'insurrection et du coup d'État et de l'arrivée du Second Empire. Et donc, on va raconter avant qui sont ces personnages, et ensuite, la moitié de l'histoire, c'est vraiment dans cet état d'insurrection, vraiment, de Plassans et de la France entière. Et comment ils vont manigancer pour pouvoir devenir enfin fortunés. Sa femme et Pierre et sa femme, elle est terrible. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je vais vous retrouver sa femme. Félicité. En plus, elle a un nom. Félicité et Pierre, c'est vraiment un couple, mais Félicité, c'est la pire. Voilà, qui manigance avec leur fils qui est à Paris et qui leur envoie des lettres et qui l'informe en fait de l'arrivée du Second Empire. Donc en fait, il sait comment les choses vont se passer et en fait, il manigance sur place pour essayer de se faire une situation et d'être élu maire de la ville. Voilà. Une belle entrée en matière, hein, quand même. J'ai beaucoup apprécié et bien entendu, j'ai hâte de lire la suite. On prévoit en lecture commune dans 3 mois. Quelque chose comme ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai fini l'écoute, parce que forcément j'ai fait une énorme séance de teinture, donc le manuscrit inachevé est passé dans mes oreilles. Bah, j'ai écouté la fin, quoi. C'est un premier tome d'une trilogie et malheureusement je ne vais pas continuer parce que c'est vraiment pas mon préféré de Franck Tillier. Voilà. Je l'ai lu parce que on est sur l'exploration du mot livre et effectivement on a un roman, le manuscrit inachevé, dans un roman. On a le manuscrit inachevé qui est le titre d'un roman qui prend un sens particulier dans l'enquête, dans l'histoire même de ce roman. C'est dur de ne pas tourner en rond. Et pourquoi est-ce que je ne vais pas lire la suite? Parce que bon, c'est une enquête, c'est du Franck Tillier, etc. Le sujet principal, c'est la mémoire. La mémoire, et il y a un personnage qui est important, qui est un inspecteur de police qui a, comment on dit, une mémoire absolue, vous savez, qui se souvient de tout, et qui donc du coup, et il a un pouvoir particulier, il a des aptitudes particulières, et c'est pour ça qu'il est flic.
Et à côté, on a un couple dont l'homme vient d'être battu et qui a perdu la mémoire. Et ce couple a perdu il y a quelques années leur fille. Elle est partie de la maison. D'ailleurs, c'est un des premiers chapitres. On la voit partir de la maison pour courir. Et elle disparaît. Elle disparaît et elle est portée elle est portée disparue assez rapidement. Et on pense qu'il y a une certaine personne qui l'a tuée. Donc très vite, le couple va penser qu'elle est morte. Mais le mari, lui, n'y croit pas. Il n'admet pas, il n'arrive pas à faire son deuil et il va partir à la recherche de sa fille jusqu'à ce qu'il perde la mémoire à la suite d'un traumatisme. Il a été violenté et il a perdu la mémoire. Il a même oublié que dans son couple, ça battait de l'aile et que sa femme était en train de le quitter. Et voilà, donc on a la femme de ce couple, c'est aussi un des personnages principaux puisque c'est elle qui a écrit le manuscrit inachevé et elle va trouver des comment ça s'appelle ? Elle va trouver des indices qui vont lui faire penser que c'est inspiré de son propre manuscrit, vous voyez, de son propre roman. Et en plus, elle aurait aussi eu des troubles de mémoire et elle est atteinte de plagiat. Donc elle se pose des questions. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est... Alors, ça se termine, l'enquête se termine quand même, il y a une boucle, mais je ne sais pas du coup si c'est le personnage du flic qui fait le tome 2 et le tome 3. Moi j'ai été un peu déçue par la forme du récit au départ. Je trouvais que c'était un peu tarabiscoté. J'ai pas particulièrement apprécié les personnages. Je me suis pas sentie d'affinité. Voilà, c'est pas Charcot et Bell. Ils sont moins écorchés par la vie. Je sais pas, j'ai moins aimé. Et j'ai pas du tout apprécié la fin. Parce qu'il y a je ne vais pas vous dire la fin, mais il y a un petit twist final qui a été vu et revu pour moi et ça m'énerve à chaque fois. Quand j'ai entendu, je me suis dit, ah non, pas ça, non. non, c'est pas, tu peux pas terminer comme ça, Franck. Non, c'est pas bien. Bref, j'ai moins apprécié, mais je lui en veux pas. C'est pas grave. Bon, je vais pas lire la suite. Ben, je pense pas, parce que... un petit peu déçue. Dans le cas du 7 jours 7 livres, j'ai lu Sous les platanes de Manhattan de Catherine Pancol. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Donc, elle va raconter 2 voyages. En fait, le texte, il est séparé en 3 parties. Son premier voyage qui a lieu... je dirais... Comment ça s'appelle Est-ce qu'elle le dit ? Octobre 2023, le second voyage qui a lieu genre en mars de l'année d'après, non, en avril 2024, et la troisième partie qui est des conseils d'écriture. Voilà. Alors, je vais faire court, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je comprends qu'on apprécie l'écriture de Catherine Pancol, mais moi, je n'ai pas du tout aimé le style. Globalement, j'ai du mal avec son style. J'ai pas... En fait, j'avais l'impression que c'était le journal... Enfin, en fait, c'était très décousu, et parce qu'elle a repris des posts qu'elle avait fait sur Instagram, et elle les a bidouillés pour écrire un peu plus, parce qu'elle dit que les posts Instagram, ça la contraint dans l'écriture, et qu'elle n'aime pas ça. Donc elle est bien contente, de pouvoir écrire des livres, et pouvoir aller jusqu'au bout de sa pensée. Sauf que pour moi, c'est juste... Une énumération de toutes les choses qu'elle a pu faire avec tout l'argent qu'elle a. Ce sont vraiment des vacances de riches à New York. Quand elle aborde les problèmes politiques et les problèmes vraiment réels de la société, elle l'effleure. Elle va pas... elle critique sans critiquer. Et ça m'a énervée, ça m'a exaspérée. Elle voit que ce qui est beau. Ses seuls petits problèmes, c'est de penser à son chien. Elle a vraiment des problèmes de riches, quoi. Elle a vraiment les petits problèmes de riches. Et enfin, ça m'a exaspérée. Et en plus, elle enchaîne les rencontres
Elle est invitée à plein de soirées où, pauvre d'elle, elle se retrouve à discuter avec qui elle discute à un moment? Avec un réalisateur très connu. Et enfin, c'est pas pauvre d'elle, elle ne s'apitoie pas, mais tu te dis, mais non, mais moi, en fait, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais de tes soirées. En fait, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir que tu galères à trouver le tableau que tu voulais voir au Met. Voilà, que tu vas dans tous les restos hype de tel quartier, ça m'a exaspérée. Mais je l'ai lu jusqu'au bout. Et la troisième partie, où elle parle de l'écriture de son livre, où elle parle de comment les personnages arrivent, mais ils ont du mal à prendre leur trait de caractère et tout. Ça ne m'a pas touchée parce que je suis pas une lectrice de Catherine Pancol. Voilà. Et en plus, vraiment, pas de fond. Ouais, il n'y a pas de fond. Voilà, c'est survolé. Mais en fait, moi, j'ai pas forcément envie qu'elle m'emmène dans ses bagages. Voilà, donc j'ai pas apprécié. Désolée. La couleur du lait, par contre, ça, oui, j'ai aimé. De Neil Leishon. C'est le seul roman de l'autrice qui est traduit en français. Et pourtant, je crois pas que ce soit son premier. Bref, c'est un roman historique. On est aux États-Unis en 1831 dans une famille vraiment pas riche du tout, où il y a eu 3 filles. 3 filles ou 4 filles, ouais. On n'est pas du tout aux États-Unis, hein. On est en Angleterre. Voilà, on est dans la campagne anglaise du Dorset. Et on suit Marie qui écrit ce texte. Marie écrit ce texte. Et ça commence on sent qu'elle a des difficultés pour écrire, qu'elle n'a pas appris à écrire il y a très très longtemps. Parce que il n'y a jamais de majuscules. Elle sait ce que sont les majuscules, mais elle les met pas. Ça commence comme ça. Ceci est mon livre et je l'écris de ma propre main. Nous sommes en l'an de grâce 1831. J'ai 15 ans et je suis assise à ma fenêtre. Je vois beaucoup de choses. Je vois les oiseaux qui piaillent dans le ciel. Je vois les arbres et je vois les feuilles. Et chaque feuille a ses veines, chaque tronc a ses fissures. Je suis pas très grande et mes cheveux ont la couleur du lait. Je m'appelle Marie et j'ai appris à écrire mon nom. M-A-R-Y, ce sont les lettres de mon nom. Voilà. Marie, c'est une jeune fille très simple, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui se pose des questions, qui aimerait bien pouvoir faire ce qu'elle veut, mais son père la malmène, parce que comme il est un peu déçu de ne pas avoir eu de garçon, ses 3 filles doivent travailler énormément. Elles font toutes les tâches de la maison, elles font le labour, tout, voilà, elles font la récolte, etc. Marie, elle a une particularité, c'est qu'elle a une jambe qui fonctionne pas très très bien, ce qui fait que elle est moins utile au quotidien, bien qu'elle abatte beaucoup de travail toute la journée. Elle est moins utile au quotidien à la famille. Son père va la vendre, entre guillemets, va vendre son travail dans une maison à côté, chez le pasteur Graham, pour servir et tenir compagnie à son épouse qui est en train de mourir. Voilà, elle est pas bien. Et donc, du coup, Marie va devoir partir. Alors, elle n'a pas vraiment envie de partir. Elle s'est habituée à son quotidien dans sa famille. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tout de suite, on la sort de ce contexte pour lui donner autre chose à faire. Et donc, elle va tenter plusieurs fois de s'échapper. Mais son père, lui, il n'en veut pas. Il veut qu'elle aille retourner travailler parce que ça lui rapporte de l'argent. Et potentiellement, il pourrait s'acheter une machine agricole pour pouvoir l'aider dans son quotidien. Voilà. Et on va suivre le quotidien de Marie dans cette famille qui a besoin d'elle. C'est vraiment agréable à lire. Il y a toute sa candeur, toute sa naïveté dans ce texte. Mais petit à petit, très vite, on se rend compte que si elle l'écrit, c'est parce qu'il y a une raison en particulier et qu'elle veut nous raconter. Et voilà, elle a une confession à faire et c'est dans ce texte qu'elle l'a fait. Et la fin était assez terrible. Je veux pas trop vous en dire plus. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. J'aimerais bien qu'il y ait autre chose de cette autrice qui soit traduit parce que j'ai bien aimé. Voilà, c'était une belle découverte que j'ai faite. Je l'ai acheté, je crois, en ressourcerie, sans trop savoir ce que ça allait donner. Et
Et j'ai bien aimé autant la forme. Alors, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de dialogue, mais il n'y a aucun tiret, vous voyez. C'est une forme très particulière d'écriture. Mais on s'y habitue très vite. Et j'ai trouvé ça chouette. Et puis, il y a des formules. Faudrait que je... Par exemple, elle dit... elle emploie souvent le... Elle fait du passé composé, mais elle dit souvent « j'ai » à la place de je suis, vous voyez. Elle dit « j'ai allé » au lieu de « je suis allé », par exemple. Et ça, c'est assez fréquent. Mais on s'habitue. Franchement, ça passe crème. J'ai bien aimé. Et alors, en graphique, j'ai lu quand même 2 petites pépites. J'ai lu Minuit passé. Cette vidéo va être très longue, je suis désolée. Minuit passé de Gaëlle Génillé chez Delcourt Mirage, que j'étais tellement contente de pouvoir avoir à la bibliothèque. C'est splendide, franchement. Alors, c'est une histoire... un peu horrifique, un peu fantastique. On est avec ce papa qui est avec son fils dans un manoir. Manoir qui appartient à sa famille et dans lequel il a habité avec ses sœurs quand il était petit. Et il y revient tout seul avec sa femme. Sa femme n'est pas là, elle est en déplacement, mais il l'a au téléphone. Et voilà, donc il se retrouve tout seul et il est sujet à des insomnies atroces. Et voilà, c'est un artisan. Et très vite, ils vont se rendre compte qu'il y a une présence, que ce manoir serait quand même peut-être un peu hanté. Et je ne veux pas vous en dire plus. Moi, j'ai adoré les corneilles. Les 3 corneilles qui s'invitent dans la maison. Il essaie de les mettre dehors, mais elles ne veulent jamais partir. Et elle l'accompagne partout. Et elle lui apporte des fleurs jusqu'à ce qu'il comprenne que ces fleurs ont peut-être une signification. Je ne veux pas trop vous en dire plus. Mais c'était très beau. C'était vraiment très très beau. Les dessins sont vraiment chouettes. Vous voyez, il arrive jamais à dormir. Donc il s'endort souvent sur le canapé recouvert de fleurs. Je trouve ça très poétique. Et puis, pour terminer, dans les vestiaires de Timothée Le Boucher, dans une réédition pour les 20 ans de la boîte à bulles, donc pas cher, quoi. Je l'ai eu pour 12 €. Et moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai toujours dit, je ne suis pas une grande fan forcément de ces dessins, mais là, alors, c'est un huis clos dans des vestiaires qui viennent juste d'être mis à neuf, donc sans casier. Avec des douches communes, où les jeunes garçons... Alors, on n'est que du côté des garçons, on n'est pas du côté des filles. Et en fait, on va voir comment dans ce vestiaire, on a un huis clos avec des jeunes lycéens, ou collégiens ou lycéens. Et ça va parler de harcèlement, ça va parler de différence, parce qu'on suit au départ un personnage qui est un petit peu gros, donc forcément, il ne veut pas se mettre tout nu devant les autres. Et puis 2, il n'a pas envie de prendre les douches avec les autres, surtout qu'en plus tout le monde l'embête et lui fait des mauvaises blagues, etc. Il va y avoir un petit retournement de situation parce qu'il va réussir à filmer un des gars qui l'ennuie dans une position un petit peu embêtante. Et voilà, donc qui est le... Comment on dit ? La cible du harcèlement va changer à un moment et il va y avoir en fait petit à petit on sent monter la sauce et il va y avoir un drame dans cette histoire. Ça met le focus sur les relations parfois toxiques entre les jeunes garçons à l'adolescence. Et sur les clans, qui est avec qui, et la hiérarchie dans une classe. C'était très intéressant. Je pense que je vais le faire lire aux garçons, vraiment, parce que ça peut ouvrir la discussion sur certaines attitudes. Ça m'a fait penser, ce jeune homme m'a fait penser par exemple à un copain de mon fils. Et voilà. Enfin bref, ça fait écho en moi qui suis maman d'adolescents. Et je pense que ce serait bien qu'il le lise. Bon, allez! Je vais retourner lire la moitié de mon bouquin, puisque j'ai lu déjà la moitié. Et on se retrouve demain pour la prochaine pioche. Et ce soir, il faut que je finisse Minuscule. Alors, ce soir, comme je suis crevée, je pense que je vais pas regarder de série. Je vais me faire à manger tranquillou. Et je vais revenir me faire une soirée lecture dans mon lit, tranquillement. J'en ai besoin. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Hello du réveil.
Alors, il nous reste 2 livres. Reine d'un jour, je sais plus lequel est le dernier, quoi. C'est ça qui est trop fort, hein. C'est pas grave. Reine d'un jour, qui est donc ce roman photo avec juste quelques photos dedans. Voilà. Et en graphique, il me reste 2 mangas de même taille. Qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà. Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. Donc voilà mes 2 lectures du jour. Il y a un chat qui vient me dire bonjour, qui a fait. Tu as bien mis ça? Hello du jeudi soir. Je suis en train de lire Reine d'un jour. C'est pas génial. C'est comment dire. C'est pas mal écrit, hein, mais ça plombe l'ambiance, les gars. Je suis toute seule et depuis ce matin, je lis ce truc. C'est donc un roman photo. Il retombe sur des photos et ça lui rappelle des souvenirs pas rigolos sur sa vie. Il commence avec le portrait de sa tante qui a toujours été effacé. À tel point que quand lui, il était gosse, il pensait juste que c'était sa nourrice et un jour, il s'est rendu compte que c'était sa tante. Voilà. Il y a juste le passage où il parle de son chat. De son chat, en fait, du chat de son enfance. Il retrouve une photo du chat de son enfance avec lequel il avait une relation très forte et qui s'est terminée mal parce que suite au décès de sa maman, et en fait, il a tapé sur son chat et voilà. Et ça s'est pas très bien passé et le chat s'est enfui. Voilà, et puis là, il traîne dans les cimetières avec son père qui sait pas quoi faire de sa vie. Et c'est plombant, les gars, c'est plombant. Alors, je lis, mais alors quand c'est trop plombant, ça m'arrive de lire les premières phrases et d'aller au paragraphe suivant, dire « est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ?» Parce que ça me plombe le moral, les gars. En plus, mes enfants sont pas là, je suis toute seule et j'avoue que j'aimerais bien lire autre chose. Par exemple, là, il y a ma tisane et en dessous, il y a le chant des géants. Je vous l'ai déjà dit, en fait, j'ai pas trouvé le temps avec le 7 jours 7 livres de le lire. Et en fait, quand je lis Reine d'un jour et qu'à côté, il y a le chant des géants qui m'attend, je suis gentille. Alors, je le lis parce que, comme c'est un roman photo, je veux valider. Non, mais là, je fais l'effort. Hein. Franchement, j'aime pas faire ça. Il n'y aurait pas eu le 7 jours 7 livres, il n'y aurait pas eu la catégorie roman photo. Franchement, je l'aurais refermé le bouquin parce que j'aime pas ça. Mais je vais le lire. Voilà. Et je vais pas terminer avec ça. Je vais finir avec le manga que j'ai pioché, que j'ai commencé ce matin. Et je sais que ça va me plaire. C'est pareil, c'est pas très rigolo. Le gars, là, le héros principal, c'est lui. Et il est atteint d'un cancer. Alors, les gars, là, on est dans le thème. On est dans le thème. Mais bon, c'est de la science-fiction. Et il va être reprogrammé. Un truc comme ça. Voilà. Et là, il fait une drôle de tête. Mais quand on regarde, hop, il sourit. Bref, j'ai plus envie d'en savoir là, donc je termine, il me reste 40 pages, même pas, de ce roman, et on passe à autre chose, parce que là, ras-le-bol.
Juste parce que je veux vous mettre dans l'ambiance avec moi. Je supporte pas. Alors, donc c'est notre personnage principal qui parle à un gardien de cimetière et dit nous devions avoir sensiblement le même âge. Toutefois, quelque chose me disait que lui, il avait encore pour sa part ses 2 parents bien vivants auprès de lui. Et voilà que par ma bouche, l'haleine corrompue et fétide de la mort venait de l'atteindre. Il la sentait se répandre dans les profondeurs de son corps, jusque dans les cheveux de sa propre mère, sa petite maman chérie. À lui, bien à lui, et surtout pas à moi. Brusquement, je le voyais si pâle, un gamin de 40 ans. Bon, après, il sympathise avec lui, il dit « Bientôt, nous plaisantions comme 2 croque-morts de vieilles connaissances. Tant et si bien que je lui avouai l'autre but de ma visite, il n'avait pas complètement tort. » Bref. Après ça, en fait, il est censé aller voir sa mère au cimetière, et en fait, il va juste voir des écrivains qui sont morts et qui sont connus et qu'il apprécie, et qui sont dans le même cimetière. Donc, il ne va pas voir sa mère, en fait. C'est très étrange et on comprend pas trop toutes les relations avec son père et sa mère. Je trouve que c'est assez obscur. On comprend pas trop pourquoi il les apprécie pas ou si c'est lui qui l'aime pas. On a l'impression qu'il s'en veut de plein de choses, mais il explique rien. C'est très bizarre. Ok, ça y est, là je suis en colère. Ce livre, non mais ça va pas en fait, ça va pas du tout. Alors, donc je vous ai parlé de sa tante qu'il n'aime pas, et le jour où elle est admise dans un EHPAD, en fait, il est super content parce il va plus la voir ni rien. Puis genre, quand il a 40 ans, il y retourne et il se choque, il est choqué de voir apparaître sa couche culotte parce que elle est incontinente, qu'elle est énorme, qu'elle se souvient plus de rien. Et en fait, il dit ça... je trouve ça de façon extrêmement méchante, quoi. Il n'y a aucun respect pour les gens dont il parle, en fait, là-dedans. Excepté sa mère, qui est morte trop jeune, mais en fait, il l'aurait connue peut-être plus longtemps, il aurait peut-être pas aimé. Non, en fait, ça m'énerve, parce que, certes, il va la voir, genre, il fait sa BA, mais il fait ça pourquoi, je ne sais pas, parce qu'en fait, si c'est pour écrire ce genre de choses, je comprends pas. Bref. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'être choqué par la vieillesse, en fait. On va tous y passer, et en plus, il a un manque de considération totale pour cette personne. Et là, c'est pire, quoi. Alors qu'en fait, il devrait avoir un peu de sentiment. Et en fait, il dit, je vais essayer... non, il dit, je ne sais pas qu'il emporta alors du dégoût ou de l'émotion. Bref. Mais en fait, je comprends pas trop ces images, parce que je pense qu'il veut quand même dire que ça le touche de la voir comme ça, mais la façon dont il le dit, on le sent pas. Donc ça m'énerve plus qu'autre chose, vous voyez. Donc colère. Dernier matin, je me réveille, hein. Désolée pour la tête. Alors, oui, je me suis souvenue hier. La joue gauche, qui est un livre écrit par la maman d'un des amis de Lucien, et le tome 2 de Magus of the Library. Voilà, donc je vais commencer celui-là pendant 20 minutes, quoi. Et après, petit déjeuner. Bon, on est vendredi soir. Je vais me mettre à bouquiner ce matin. J'ai réussi à lire, on va dire, un quart du livre de Géraldine. Donc je vais continuer. Là, je vais me poser. Il y a ça dont je ne vous ai pas parlé. Alors, on ne va pas revenir en détail sur celui-ci. Je pense que je vous ai donné mon avis depuis mon lit. Je n'ai pas particulièrement apprécié, je tiens à le dire. En manga, j'ai beaucoup aimé découvrir ce premier tome de Last Hero Inuyashiki. Un manga qui est en 10 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et qui est fini, de Hiroya Oku, édité chez Kiyun. C'est de la science-fiction. Comment expliquer ça? Je crois que je vous en ai parlé rapidement. En fait, c'est l'histoire de cette personne qui, je dirais, a une cinquantaine d'années, mais qui en paraît 70. On sent qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules.
Ces enfants, ces deux enfants sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils ont 15 et 17 ans, un truc comme ça. Et ils veulent surtout pas voir leur père parce qu'il leur fait honte. Et lui, alors il y a un dessin de lui, il est tout tremblotant et tout. On sent que il marche sur des œufs, il est pas à l'aise. Et voilà, il est pas bien dans ses baskets. Et on va lui déclarer un cancer assez avancé. Voilà, donc... tout le rapproche de sa fin de vie. Et sa femme a l'air de l'estimer, mais pas particulièrement non plus. Il est dans une relation familiale assez étrange, où en fait les gens sont pas sympas avec lui. On se dit, mais c'est pas possible de se comporter comme ça avec un vieux monsieur. Mais en fait, il n'est pas vieux. Et un jour, il va aller promener son chien. Dans une, je sais pas, dans un parc pas loin de chez lui, et il va, sans s'en souvenir, il va être là au mauvais moment, et il y a genre des extraterrestres qui vont le reformer. Je peux pas trop vous en dire plus, et en fait il va se rendre compte qu'il est toujours lui-même, mais avec un corps de robot. Voilà, et donc c'est ça l'ouverture, on présente les personnages, et en fait j'ai envie de savoir la suite parce que c'est rigolo en fait, c'est rigolo, mais en même temps on a envie qu'ils se battent un peu contre toutes ces injustices, qu'ils reprennent vie un peu aussi peut-être. Voilà, donc j'ai envie d'en savoir plus, ça m'a bien plu. Et puis j'ai lu le tome 9 de Minuscule, ça m'a beaucoup plu, de Takuto Kashiki, trop mignon, avec les aventures de je me souviens jamais, Akume et Mikoshi. On va savoir comment est-ce qu'elles se sont rencontrées et par quel hasard elles se sont mises à vivre ensemble dans leur petit logement. Elles sont trop mignonnes, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, je voulais vous montrer parce que les dessins sont assez formidables. Donc cette fois-ci, j'ai pensé à Cornet. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on est sur le marché. Regardez-moi ça, un peu tous ces détails. C'est vraiment beau. C'est un manga à regarder, à admirer aussi. C'est des petites scénettes, donc vous pouvez lire même le tome 9 sans forcément connaître les précédents. Moi, j'aime bien suivre l'histoire, même si vraiment, il n'y a pas... en gros d'histoire, c'est juste des personnages récurrents, donc vous pouvez en connaître petit à petit un peu plus. Et j'ai lu aussi Paris-Briançon de Philippe Besson, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 16 sur 20, mais j'étais pas loin de lui mettre 17, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce qui m'a manqué peut-être, c'était le fait que ce soit très court. J'ai adoré sa plume dans cette histoire. On est complètement happé par cette histoire. Donc on est dans un train de nuit qui part de Paris pour aller à Briançon dans les Alpes, hein, si je dis pas de bêtises. On est dans le train de nuit numéro 5789. Ça s'ouvre sur les portraits de plusieurs personnages. Un médecin, un jeune homme qui fait du sport de façon un peu... trop importante, qui a 28 ans et déjà son corps est tout déglingué. Un homme qui a passé la quarantaine, s'approche plutôt de la cinquantaine, et qui se remet un peu en question par rapport au fait de séduire, d'avoir sa vie de famille. Et puis par rapport à son métier, parce que c'est un VRP, c'est un vendeur, voilà, mais il va certainement être viré de son travail, donc c'est une période de sa vie de remise en question. On suit aussi 4 ou 5 jeunes qui sont en train qui vont aller à Briançon dans un appartement qu'ils vont pouvoir louer pour les vacances. Il y a qui d'autre? Ah oui, deux petits vieux, ils ont la soixantaine, ils sont pas très vieux, ils commencent juste leur retraite, mais malheureusement, lui, il est atteint d'un cancer, donc il y a des séances de chimio qui sont prévues, et elle est totalement dévouée, et ils sont rigolos parce qu'ils vont rencontrer les jeunes, et leurs interactions sont très sympas. Donc on va les suivre du moment où ils rentrent dans le train, qu'ils rencontrent les personnes avec qui ils vont partager la cabine couchette.
Et puis, on va suivre plus un wagon que la totalité. Et malheureusement, dans ce train, il va y avoir en fait un accident. Et on le sait depuis le début, on sait, mais du coup, on a peur pour ces personnages auxquels on s'attache assez rapidement. Oh là là, la façon d'écrire de Philippe Besson dans ce texte, c'est pas toujours le cas. Des fois, il m'exaspère parfois. Mais, enfin, c'est pas qu'il m'exaspère, c'est que j'ai aimé moins certains de ces textes, par exemple. J'avais pas trop aimé Dîner à Montréal, je crois, mais je l'avais écouté aussi. C'est pas pareil d'écouter un livre que de le lire. Mais globalement, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Sa plume là est très juste, très fine. Je veux dire, les premiers portraits se font sur... c'est un texte très court, donc en 4 pages, il vous dresse le portrait d'un personnage ou d'un groupe de personnages, et ça marche tout de suite. Après, on les retrouve, on ne se perd pas parce qu'il n'y en a pas énormément. J'ai le nez qui me gratte, du coup, il est tout rouge, je suis désolée. Et voilà, c'était vraiment touchant. Et puis alors là, on va dire que les 2 tiers du texte, c'est vraiment le voyage, et ensuite, le dernier tiers, c'est... l'accident et l'après-accident, et c'était très touchant. Alors j'ai pas versé ma petite larme, mais j'étais pas loin. Très touchant, et en même temps, oui, j'en parlais avec ma mère, parce que ma mère aussi est une lectrice de Philippe Besson. D'ailleurs, elle m'en a offert un pour cet été. Comment il s'appelle celui sur l'été? Je vous mettrai la couverture ici parce que je vais le lire. Un dernier été, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle me disait, il a une plume mélancolique. Et oui, je suis assez d'accord, c'est vraiment vraiment le bon terme. Mais comparativement, parce que par exemple, là, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire Bertrand Runs. Alors, je ne connais pas Bertrand Runs, et j'ai lu que ça de lui, je pense que c'est pas représentatif de ce qu'il a pu écrire. Il a voulu appuyer sur des choses qui l'ont construit, mais en même temps essayer de faire des portraits un peu... en douceur de sa famille, mais en fait il n'a pas réussi parce qu'on sent qu'il y a quand même des rancœurs assez fortes. Lui, il y a de la douceur, il y a vraiment de la douceur. Oui, voilà, on sent qu'il aime ses personnages. Et je pense que je préfère ces fictions à ces livres qui sont plutôt des autofictions. Je crois que c'est ça en fait. Je préfère vraiment ce type de livre. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je reproche juste effectivement qu'il ait été trop court. Je sais qu'il aime écrire des livres courts, mais là, ça valait peut-être le coup. En même temps, c'est un livre percutant, donc peut-être pas, mais je sais pas ce qui m'a manqué. Je pense que j'aurais voulu m'attacher. Pour m'attacher vraiment à des personnages, je crois qu'il me faut quand même un peu plus de temps. Et oui, c'est pour ça que je reproche un peu la longueur, parce que je pense que mon cœur aurait été brisé si j'avais pu découvrir un peu plus longuement les personnages. Voilà. Notamment le médecin. Voilà. Ça, il me plaisait beaucoup, le personnage du médecin. Mais un peu trop survolé à mon goût, finalement. Allez, je retourne à mes lectures. Je vous reprendrai demain pour vous faire parce que là, je ne vais pas vous filmer quand il n'y aura plus de lumière. À chaque fois, c'est un peu moche. Sauf si vraiment j'ai des choses à dire tout de suite. Donc, je vais faire ça. Les garçons vont rentrer dimanche. Ils vont essayer d'aller là pour déjeuner. Donc, c'est cool. Je suis contente qu'ils rentrent, de les voir. Je pense qu'ils vont être un peu crevés dimanche après-midi, mais on ira peut-être se balader quand même un petit peu. Moi, ce week-end, c'est repos. Là, j'ai un petit mal de tête qui arrive, ça se voit d'ailleurs, je pense. J'ai un petit mal de tête. Je vais devoir déloger quand même ce chat, parce que moi, j'aimerais bien prendre mon petit fauteuil. On va pas être content, ce chatou. Je sais pas, je vais voir si je le déloge ou non. Peut-être pas, quand même. Et donc je vais aller lire ça. Le début m'a bien plu, ça parle du milieu du travail, hein. On est vraiment centré. Je me demande si le personnage principal c'est elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je pense pas. Mais j'ai envie d'en savoir plus, donc pour le moment ça me plaît, ça se lit bien. Et puis je viendrai vous voir demain pour terminer cette longue vidéo. Et voilà. Ah, donc je vous laisse là, à plus tard. Bon, il est temps de conclure cette vidéo 7 jours 7 livres.
On est le lendemain, après-midi, je viens de faire une petite sieste, tout. Ma petite tête, vous m'en voudrez pas. Voilà, alors donc j'ai terminé avec La joue gauche de Géraldine Camara, édité aux éditions Complicité. Et j'ai bien aimé, franchement. Alors c'est un premier roman d'une personne que je connais, avec qui j'ai déjà discuté d'autres choses, surtout d'enfants, on va dire, globalement, d'école aussi. Et du coup, j'étais curieuse de savoir ce qu'elle avait écrit. Donc c'est vraiment un roman sur la pression dans le milieu du travail, sur le carriérisme, sur la difficulté d'être une femme avec des origines africaines, plutôt d'un milieu assez pauvre, dans un monde qui est hyper exigeant et où la méchanceté, la duperie, le pouvoir, l'âge, le sexe, l'argent, tout ça domine. Et c'est vraiment ça, l'histoire. Alors, je vous ai dit au début, je me demandais si c'était vraiment une fiction ou une autofiction. Alors, je pense qu'elle s'est quand même inspirée, je ne sais pas, je connais pas précisément sa vie, je pense qu'elle s'est inspirée d'elle-même. Et d'ailleurs, dans la dernière chose, l'épilogue, elle parle à la première personne et c'est vraiment elle qui parle. Elle nous explique que c'est une fiction, que les personnages, notamment, elle s'est inventé un double, un ami, un double vraiment masculin qui n'existe pas, mais qui lui a permis, qu'elle a inventé pour se faire du bien et pour pouvoir survivre dans ce monde de dingue. Et en fait, il y a un moment dans l'histoire où ça bascule et ça part un peu en thriller, en polar. Et ça m'a bien plu, j'ai bien aimé ça, franchement je trouvais que c'était bien fait. Après, finalement la fin, je m'attendais peut-être à une autre fin, parce que c'est quand même vraiment une réflexion sur le milieu du travail et la pression qu'on peut avoir. C'est quand même une critique de tout ça, notamment sur la ville de Paris, dans laquelle elle travaille, je sais. Donc ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, est un peu mélangé. Et bon, c'est... Voilà. Ça a le défaut d'être un premier roman, dans le sens où je pense qu'elle a voulu dire beaucoup de choses. Et que je pense que c'est quelque chose qui était assez viscéral chez elle, je pense, de parler de ces sujets-là. Et moi, c'est ce qui m'a plu, mais c'est aussi ce que je reproche dans le sens où tu fais une fiction comme ça, va jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'elle aille un peu plus loin, que finalement, peut-être, son personnage soit encore plus malmené, vous voyez, qu'il y ait une certaine justice, entre guillemets. Et pas forcément... Celle qu'elle a choisie est pas mal aussi, hein, mais voilà. Elle fait beaucoup de petits portraits de personnes, vraiment des petits focus sur des gens, en parlant autant de leur vie privée que de leur vie professionnelle. Elle mélange vraiment les deux pour parler des gens. On sent qu'il y a vraiment le besoin de se révéler d'un point de vue travail dans sa vie personnelle, que c'est vraiment une preuve de réussite personnelle, d'avoir un travail qui te convient. Ça parle beaucoup de harcèlement au travail. Alors moi, c'est marrant parce que forcément, si vous lisez ce livre-là, vous allez forcément vous retrouver dans des situations que vous avez peut-être vécues, parce qu'elle parle d'une certaine Madame B qui l'opprime et qui la rend complètement folle, qui va l'amener à aller très très loin. Et cette Madame B, moi, j'en ai rencontré des personnes comme ça. J'en ai rencontré qui n'étaient pas facile, où j'avais pas forcément envie d'aller au travail, juste parce que je voulais pas la rencontrer, cette Madame B. Et c'est vraiment ça dont elle parle. Et qui te diminue, quoi, en fait. Oui, ça m'a rappelé du coup des mauvais souvenirs, mais en même temps, comme elle va assez loin dans son propos, tu te dis, oui, vas-y, te laisse pas faire, t'es avec elle, quoi, quand même, hein, dans ses idées qui vont très loin. Et c'est ça, moi, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'elle fasse... twister son histoire pour effleurer un peu la folie du monde du travail, vous voyez. Ça m'a bien plu. Donc oui, j'ai bien aimé. Je lui ai mis, je crois, 15 ou 16. C'est franchement un bon roman. J'ai corné des pages parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment fait sourire. Voilà, il y a des choses qui m'ont fait sourire ou des choses qui ont retenu mon attention parce que je la connais, vous voyez, et que j'avais... peut-être j'ai envie de lui en parler un jour, si on a l'occasion.
Et voilà, après on n'est pas super proches non plus, puis nos garçons ne sont plus forcément proches. Ils l'étaient quand ils étaient à la crèche. Aujourd'hui ils sont encore dans la même classe, mais ils sont moins proches. Donc bon, je sais pas, on aura peut-être l'occasion un jour d'en parler. Mais ça m'a bien plu, j'espère qu'elle écrira d'autres choses. Donc si jamais, si elle passe par là, Géraldine, bravo pour ce premier roman. Et j'ai relu le second tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun Édition. Et ben écoutez, c'était trop chouette. Voilà, une très belle relecture. Je vais continuer puisque je crois qu'il y a le tome 8 ou le 9 qui sort le mois prochain. Donc j'aimerais en lire peut-être 2 par semaine pour pouvoir lire celui qui va sortir quand on va l'acheter. Voilà, donc c'est vraiment une relecture qui fait du bien. Voilà, j'ai corné des petites choses, pourquoi? Ah oui, alors dans celui-ci, on rencontre Miona Koao, qui va préparer l'examen pour devenir Kahuna. Et alors oui, on nous raconte un peu plus qui il est, ce Shiofumi. Donc ce petit blondinet là, trop mignon, avec ses oreilles pointues. On nous dit bien que, et ça c'est pour ça que c'est bien que je le relise, parce que je me souvenais pas. Je vais vous lire juste vite fait. Il existe un ouvrage qu'on appelle le livre noir. Ce n'est pas un grimoire, mais un texte on ne peut plus ordinaire. Pendant la grande guerre interethnique, parce qu'il y a eu une guerre interethnique, et c'est pour ça qu'il est mal vu, parce qu'il a les oreilles pointues, qu'il est différent des autres. Ce livre a énormément influencé l'un des chefs et l'a poussé à mettre à exécution un terrible plan dans l'objectif de rayer un peuple entier de la surface de la terre. Tous les membres de cette ethnie ont été réunis en un même lieu où ils ont été assassinés méthodiquement les uns après les autres. Et on voit bien que ce sont les personnes de la même caste que Shio. Quand l'Archimage et ses compagnons sont intervenus, près de la moitié avaient déjà péri. Et même si la paix est revenue depuis 95 ans, les peuples restent séparés par un profond fossé. Et plus loin, il est dit, dans les veines de cet enfant, donc Shio, qui attend aujourd'hui aux portes en fait de la ville pour préparer cet examen, il coule le sang de 2 peuples, celui des bourreaux et celui des victimes. S'il devenait Kahuna, ça risquerait de provoquer des remous. Encore faudrait-il qu'il réussisse le concours. Et donc voilà, donc dans ce deuxième tome, il n'a pas encore passé, il est en train de passer, à la fin on le voit passer la première épreuve, qui est une analyse de plein de documents sur 3 jours. Et voilà, donc on est trop avec lui, c'est assez splendide, il y a des images, il est toujours très épaté de découvrir des textes. Et puis dans ce tome-là, il nous montre qu'il a un puissant mana. Mana, c'est vraiment un pouvoir qui est en toi, qui fait grandir les éléments, etc. Et lui, en fait, il va sauver plusieurs personnes sur sa route voilà, de péril. Et on sent qu'il a vraiment un grand pouvoir. Et mêlé à ça, d'une belle innocence et d'une envie de travailler, d'apprendre. Bref, on l'adore. Et je me souviens que les 2 premiers tomes, effectivement, m'avaient donné cette impression très forte. Bon, et arrête de parler. Alors, qu'est-ce que j'ai lu finalement? J'ai lu tout ce que j'avais prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 romans. Parmi mes 7 romans, mes préférés sont ces 3-là. Paris-Briançon, de Philippe Besson, Le voyage dans le passé, de Stefan Zweig, et La couleur du lait, de Neil Leishon. Ce sont vraiment les 3 que j'ai préférés. Ceux que j'ai le moins aimés, c'est Sous les platanes, de Manhattan, et Reine d'un jour. Ceux-là, raté. Et en graphique, je crois que c'est ceux qui sont devant moi, si je dis pas des bêtises, 3, 4, 5, 6, 7, yes. Alors, en graphique, franchement, j'ai quasiment tout bien aimé. Ouais, franchement, tout était vraiment très bien. Bon, alors, forcément, il y a les relectures. C'est peut-être pas le plus intéressant. Minuscule, c'était vraiment chouette. Un premier volume qui m'a donné envie de lire la suite. Et puis après en BD, bah ça c'était vraiment un one-shot super chouette. Ça aussi c'était une BD, ce qu'on appelle indépendante, parce que, en plus elle est trop belle cette BD. Vraiment qui fleure le fantastique, l'horreur.
qui parle des angoisses qui nous tiennent depuis l'enfance. Et ça, pareil aussi, c'était vraiment très très bien dans les vestiaires de Timothée Le Boucher, que moi, j'ai vraiment apprécié. Franchement, une très belle semaine de lecture. Et c'était cool, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, pour me soutenir, un petit pouce en l'air. Et voilà, vivement le prochain, je sais pas trop quand est-ce qu'on fera ça. Mais c'est toujours très bien, ça pousse à lire et ça vide la pile à lire, donc c'est bien. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite un bon week-end parce que je vais essayer de la poster aujourd'hui ou demain. Et puis en attendant, faites de belles lectures le temps qu'on se retrouve sur la chaîne. Bye bye!